Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Et c'est tous les jeudis soirs, les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David pour les amateurs d'automobile et avec deux personnalités qu'on aime beaucoup. Philippe Baudin qui est avec nous et Aurélie Jouve, le directeur, le président et le directeur général d'Équipe Auto dont nous étions les partenaires. Voilà, bonsoir, Cécile, on est ravis de vous accueillir. Bonsoir. Pour ce 50e anniversaire. Dans un instant, on va faire un petit retech avec vous. On va revenir sur cette période incroyable et puisque vous avez encore aussi pas mal de choses à annoncer. Nous aurons aussi Eric Pécararo qui est avec nous, directeur marketing de Triomphe France. Et juste avant avec vous, François-Louis Bourneau, quelques informations Je vous refais un petit importantes. point actu. Rappelez-vous l'affaire des freinages fantômes qui avait éclaté cet été avec le témoignage de Johanna, une lyonnaise victime d'un accident spectaculaire en avril 2025. Sa Peugeot 208 avait brutalement freiné sur l'autoroute A40 dans l'Ain. Oui. Elle est passée de 120 km/h à l'arrêt complet, ce qui avait provoqué ensuite un grave accident puisqu'elle s'est fait percuter par l'arrière. Et bien depuis, plus de 350 témoignages plus tard, similaires, ont circulé sur le web, mais aussi chez des constructeurs, notamment chez Peugeot, chez Renault ou même chez Tesla. Et pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène des freinages fantômes, le ministère des Transports a lancé un questionnaire en ligne qui va bientôt être publié dans les prochains jours, je pense, sur justement une simplification pour les automobilistes qui sont concernés par ces freinages fantômes. Concrètement, le formulaire permettra aux automobilistes de renseigner le modèle de leur véhicule, la date de l'incident et une description détaillée de ce qui s'est produit. L'objectif, c'est simplement de faciliter un petit peu le processus de signalement et de son traitement. Jusqu'à présent, ça passait par un formulaire moins accessible et beaucoup moins pratique. Donc voilà, c'est un grand pas, on va dire, pour tous ces gens qui ont peut-être été confrontés à cet accident. Et puis rappelez-vous aussi, la semaine dernière, le gouvernement voulait taxer le bioéthanol, ça avait fait du bruit. Et bien justement, on va en parler avec Jérôme Loubert, qui est le directeur du développement Europe de FlexFuel Énergie, et il est avec nous pour en parler. Jérôme Loubert, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On en avait parlé avec vous lors de notre présence à Équipe Auto. Et visiblement, la fiscalité des biocarburants est finalement sauvée. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir pour en parler. Bonsoir. En effet, c'est une très bonne nouvelle. On a sauvé le statut spécifique de l'éthanol, du B100 aussi au passage. Et donc on va continuer à profiter du carburant du pouvoir d'achat avec une taxation qui ne va pas évoluer dans le projet de loi de finances. Ne nous racontons pas d'histoire, c'est grâce à votre passage dans les vraies voix qui font rouler la France jeudi dernier en direct du salon Équipe Auto à la porte de Versailles. Évidemment, Philippe, vous êtes un homme d'influence. Vous merci. avez activé mon réseau. Alors, est-ce que Jérôme Loubert... C'est surtout la mobilisation de tous. Hein. C'est la mobilisation de la filière, du bioéthanol, des agriculteurs, des fabricants de boîtiers et évidemment d'un certain nombre de porte-paroles que vous êtes qui nous ont aidés à obtenir ce retrait de l'article 5 qui prévoyait la taxation. Alors, est-ce que ça veut dire que cette annonce qui va donner un peu de rebond, effectivement, à cette carburation, est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir développer des partenariats, peut-être un peu plus largement, maintenant que les choses sont remises en place ? Écoutez, ça a été un coup de grande difficulté. On a eu un arrêt total des commandes pendant quelques jours et finalement c'est un retour, un redémarrage très très fort puisque ça a permis quelque part de parler de l'éthanol, certes dans un contexte négatif, mais de repartir de manière très positive puisque cet article 5 il a été retiré quasiment à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce qui permet de montrer pour les années à venir que l'ensemble de l'arc politique est très favorable au biocarburant, au bioéthanol. Et donc ça donne de la confiance aux acteurs pour s'engager. Donc j'ai en effet des rendez-vous assez importants semaine prochaine avec des réseaux, des marques qui veulent se remobiliser sur l'éthanol et qui ont maintenant un plan de marche assez serein pour les prochaines années. Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas Jérôme Loubert, on est très content pour en tout cas pour la filière, directeur du développement Europe de FlexFuel Énergie. Et on va revenir merci beaucoup Jérôme, on va revenir sur cet événement majeur, en tout cas Équipe Auto 2025, de cet anniversaire des 50 ans bien entendu. J'ai envie de vous dire que le résultat, parce qu'on vous voyait très joyeux déjà quand on y était. Aujourd'hui, quand on fait un retech, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que finalement ça va démarrer sur une session qui va se déployer un petit peu
peu partout en France. Est-ce que ça a redonné du souffle à la filière? On en est où? Alors je ne sais pas si ça a donné du souffle à la filière. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vient de vivre une semaine absolument incroyable. On a vu tous les exposants qui avaient d'ailleurs souhaité venir en masse et en force pendant cette semaine être présents, faire énormément de commerce. On a vu des gens très joyeux. On a passé notre semaine à sillonner les allées du salon et voir... pas que des Français, il y avait des internationaux qui étaient là pour une grande majorité d'ailleurs. Donc on a été bercé par cette semaine on est déjà un peu nostalgique. On est déjà tourné vers la suite. Épuisante. Oui, fatigante, oui, mais on n'a pas senti la fatigue. Une bonne fatigue. C'était une très bonne fatigue. Philippe et Aurélie sont très résistants. Hein. Physiquement, c'est Schwarzy et Schwarza. Hein. Je ne savais pas, mais pourquoi pas. Non, en tous les cas, on a passé une semaine vraiment incroyable. Ce qui d'ailleurs nous conforte parce qu'on avait fait des choix forts pour cette édition. On voulait vraiment marquer le coup des 50 ans, ce qui n'était pas anodin. Je pense, au travers de ce que l'on a entendu, que les exposants ont vécu peut-être un des meilleurs équipes auto qu'ils n'aient jamais vécu jusqu'à maintenant. Donc c'est pas rien. Aurélie Jouve, de votre côté, comment vous l'avez vécu aussi? Schwarzy, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est Schwarza. Schwarza. Oh, merci. Oui, Schwarza. Non, la même émotion. On est déjà effectivement dans de la nostalgie, c'est toujours trop court. On n'a pas le temps de voir tout le monde, on n'a pas le temps de profiter de l'événement comme on le souhaiterait. Mais on travaille 2 ans pour ça et c'est vrai que les résultats étaient là. On a accueilli plus de 91 000 professionnels pendant les 5 jours. On l'a dit, et on le dit et on le redit, c'est un boulot collectif. Donc c'est vraiment grâce à la mobilisation importante des exposants. Les visiteurs sont venus à Paris, les internationaux, les Français. Donc c'est effectivement une belle réussite. Mais ça veut dire que 50 ans, je rebondis, pardon Philippe, on est mature à 50 ans, donc ça veut dire que il y a un avant et un après. L'après, il est forcément, vous y avez pensé. On est déjà dans l'après, puisqu'on a déjà dévoilé les prochaines dates, puisqu'on aura lieu à nouveau en octobre 2027. Du 12 au 16. Voilà. Exactement, et on est d'ores et déjà dans le bilan, dans le débrief et dans la construction de l'événement 2027, puisque quand on ferme les portes, il ne faut pas croire qu'on prend les mêmes et on recommence, pas du tout, on remet tout à plat, on se repose les bonnes questions, et puis il va se passer plein de choses en 2 ans dans la filière, donc il faut qu'on en soit, nous, le reflet. On met tout à plat, sauf avec les fabricants de pneus. On avait reçu Continental la semaine dernière. Qui étaient nombreux. Mon Dieu. On dit dans les gazettes qu'en 2025, Équipe Auto a changé de dimension. Alors, 20 000 mètres carrés d'exposition de plus. En quoi, outre l'espace, Équipe Auto a changé de dimension? Je pense que l'on a changé dans la dynamique. Quand on est revenu à la porte de Versailles en 2017, c'était ça passe ou ça casse. On a confirmé en 2019, malheureusement le Covid est arrivé, on était obligé de repousser à 22. Entre deux, on a créé des événements un petit peu différents en région et sur Lyon notamment. 25, on jouait sur la corde sensible. C'était l'anniversaire, les 50 ans, les 40 ans des Innovation Awards, etc. Enfin bref, il y avait ce côté. C'est pas une fin en soi. On démarre une nouvelle page, une nouvelle histoire du salon. Et la dynamique a été là, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la fin du salon. Je pense, au travers de ce que l'on a entendu et constaté, que le salon a retrouvé ses fastes d'antan. On est revenu à tout l'engouement qu'il y avait autour du salon, la dynamique, encore une fois, des exposants, des visiteurs qui étaient là, qui étaient présents, qui ont répondu présent. Je remercie au passage l'ensemble des exposants qui étaient là. Et je trouve qu'on a retrouvé des lettres de noblesse. Et c'est pas pompeux de dire ça, c'est une réalité. Au niveau européen, au niveau mondial, on a entendu des gens nous dire maintenant ça y est, vous y êtes, et vous devenez un salon incontournable sur la place de l'aftermarket, en tous les cas de la rechange automobile. Alors il y avait des délégations internationales, mais vous allez aussi vous exporter à l'international. Alors pour l'instant, c'est pas encore annoncé, c'est pas encore quelque chose qui est totalement défini. Oui. Équipe Auto Alger. Nous, on sait lire depuis pas longtemps, mais on s'est fait ses 20 ans. Alors pour info, ça fait 20 ans qu'on est à Alger. On va fêter les 20 ans cette année. Il est vrai. 50 ans, les 20 ans, c'est les comptes sont bons. Mais il est vrai, et on ne s'en est d'ailleurs pas caché parce qu'on nous a posé beaucoup de questions pendant cet événement, évidemment, de la semaine dernière. Est-ce que l'on a aujourd'hui l'intention d'exporter le modèle Équipe Auto ailleurs qu'en France et en Algérie? La réponse est oui. À l'heure où nous parlons... Parce que c'est un savoir-faire quand même, c'est important de le dire. Oui, mais encore une fois, je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'à l'heure où nous parlons, rien n'est fait. Il y a des choses, effectivement, et on l'a annoncé lors de la soirée de gala, qui, je pense, a fait plaisir à tout le monde au Palais Brongniart.
on a annoncé effectivement que les projets et les prochaines échéances du salon étaient extrêmement bien avancés. Donc ça n'était ni le moment ni le lieu de l'annoncer. En tous les cas, on espère qu'avant la fin de cette année, donc dans une encablure de mois, on aura la capacité d'annoncer le programme 2026 qui devrait normalement être riche. Mais comme Aurélie le disait, on est déjà tourné vers 2027. Pour votre information, on relance la commercialisation d'Equipoto 2027 dans 15 jours ou 3 semaines. Ah oui. Donc on est déjà dedans. On veut encore prendre de l'avance parce qu'on veut encore aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Donc on est en train de se donner le temps de faire les choses de manière très dimensionnée et encore une fois à l'écoute de nos exposants. Là, très rapidement, et de façon à avoir le temps de préparer les choses comme il se doit pour l'événement de 2027. Alors, il y avait le premier hackathon qui réunissait étudiants, start-up et industriels, qui a duré 48 heures. Qu'en est-il sorti ? Ouais, alors ça a duré à peu près 24 heures. Disons que ça a été lancé avant l'événement, avec un premier travail qui était fait par les équipes concurrentes. Et puis pendant 24 heures, enfin pendant toute une journée sur le salon, ils finalisaient leur projet avec session de pitch et puis 3 grands lauréats qui ont donc été les grands gagnants de ce premier hackathon sur Equipoto. Donc ça aussi, c'est un des événements qui fait partie de la dynamique positive d'Equipoto. Je vais juste compléter dans la continuité de ce que disait Philippe. Le maître mot, je crois, de cette édition, c'est la qualité. Qualité des stands. Si vous avez eu le temps, on a vu que le hall 1 parce qu'on était un peu pris, mais c'était bluffant. Quel dommage. Il y avait 4 autres halls. C'est le niveau d'investissement des sociétés qui exposent qui est incroyable. C'est très valorisant pour la filière de l'automobile déjà, de voir à quel niveau et à quel point les entreprises investissent, arrivent avec des stands incroyables. Et puis c'est très valorisant pour les réparateurs, les distributeurs, les contrôleurs, les carrossiers qui visitent et qui sont reçus comme des rois. Donc, et tout ça, ça a créé une dynamique très positive. Forcément l'habitude. En tout cas, c'est un vrai changement qui s'est opéré sur Equipoto. Philippe le disait, il y a eu vraiment cette bascule dès 2017. Un changement de positionnement, un gros travail qu'on a pu faire avec les équipes qui à l'époque étaient en place, mais aussi, et vraiment on le dit, ce sont les exposants qui nous suivent, qui nous font confiance, qui investissent, et tout ça fait que ça crée un climat de business, parce que la priorité pour nous c'est bien ça, on est un événement B2B, la priorité c'est le retour sur investissement. Et là, effectivement, très rapidement, on nous l'a dit au bout de 2 jours, 3 jours pour certains, la rentabilité du stand était là. Ils avaient fait le business qu'ils en attendaient et les résultats après se mesureront sur le moyen long terme, parce que c'est parfois 2 mois, 3 mois, 4 mois ou voire même plus. Mais voilà, c'était assez positif de voir comment les exposants ont pu se mobiliser pour faire de cette édition anniversaire un vrai succès. Alors, pardon, et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que pendant le salon, et pour rejoindre la remarque de Philippe sur le hackathon, on a vu énormément de jeunes cette année. Et ça c'est génial parce que c'est la continuité de la profession. En tous les cas, c'est les jeunes qui, demain matin, feront ce qu'est la profession après-vente aujourd'hui. Je voulais rebondir justement sur ça, puisque vous dites que vous êtes déjà en relation avec eux pour 2027. Ça veut dire qu'on ne coupe jamais le fil, finalement, avec eux. Ces gens ont besoin qu'on leur parle, qu'on les valorise toute l'année. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on peut réfléchir, de se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va se tisser sur les territoires pour garder ce lien et continuer à créer une dynamique ? Oui, alors juste parenthèse là-dessus, on l'a déjà fait en 2021 et en 2024 avec le Equipoto On Tour. On est allé en région. On a pris la décision de ne pas renouveler l'expérience en 2026. Ça ne veut pas dire que demain on ne se repenchera pas sur le berceau. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec les partenaires, en tous les cas les grands exposants d'Equipoto, on a la ferme intention d'échanger avec eux sur le programme et sur le contenu du salon. Parce qu'on veut de plus en plus les impliquer, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est vraiment, je ne vais pas dire une alliance ni un partenariat, mais en tous les cas c'est une connivence qui va s'opérer entre eux et nous pour la constitution du meilleur outil possible en 2027. Est-ce que vous avez déjà des petits scoops à nous donner sur ce qui va se passer en 2027 ? C'est mon côté... Si, on en a un. On peut le dire maintenant, parce qu'on ne le disait pas avant l'ouverture. Vous avez un scoop ? Non, le scoop, c'est que vous allez vous retrouver comme si vous étiez dans un nouveau salon, puisqu'on ne sera plus du tout sur les mêmes halls. En fait, on reste à la porte de Versailles, on a signé à vie. Mais en fait, les halls de la porte de Versailles, en fait, ceux dans lesquels on est vont être en travaux. Donc, on change de côté. Vous allez aller vers l'arrière, vers le périphérique.
Non, on va justement de l'autre côté, on va occuper les halls 5, 4, 6 et 7. D'accord, ok, donc côté gauche en regardant le paragraphe. Et ça va être un vrai changement, à la fois pour nos exposants et pour nos visiteurs. Et autant vous dire que c'est un vrai chantier pour nous, parce qu'il y a une redistribution des cartes, des secteurs, une organisation. Vous l'avez vu, on a un salon extrêmement bien rangé. Tout le monde, chaque secteur a son, et tous les acteurs d'un même secteur, sont les uns avec les autres. Mais il y a aussi une cohérence dans le parcours du visiteur. Donc c'est un gros chantier pour nous et ça va être un vrai changement. Moi je pensais que, en tout cas, le scoop c'était de dire mettre Philippe David sur l'affiche par exemple ou un truc comme ça, mais non, parce que là le volant de sa voiture, ça ferait venir tellement de monde qu'il n'y aurait pas la capacité de recevoir. Mon deuxième prénom est Modeste. De la photo de Philippe David avec une saucisse, tout le monde vient. Ça, vous le dis. Ça c'est. Je la vois bien l'affiche. Alors ce sera une saucisse de Toulouse, ma chère Cécile. Et je tiens à féliciter, en tout cas, les exposants de la qualité d'accueil, parce que c'est vrai. Et je tiens à les remercier sincèrement. Généralement, on a l'impression qu'on va manger des saucisses. Pas du tout. Non. Il y a une qualité de service, de sourire. C'est très festif. Tout le monde vient sur les stands des uns des autres et tout. Et c'est qualitatif en fait, vraiment. Et on peut en plus manger des saucisses. Voilà. On peut. Il y en a. Mais Philippe David, il vient avec ses saucisses. Il a toujours peur de manquer. Donc c'est pour ça. Son barbecue, son charbon de bois. Et comme je disais, on finira cette émission avec un triomphe, puisque Eric Pecoraro est avec nous, directeur marketing de Triomphe France, et on adore cette marque, et bien entendu c'est une fierté. Et on le retrouve dans quelques instants. J'allais le dire, absolument, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Je suis très énervée puisque François-Louis Bourneau vient de manger mon dernier gâteau. Et alors que je rêvais de manger. Il ne pense qu'à manger. Contrairement à certains. Allez, on a toujours autour de cette table. On dit tout à nos auditeurs. Vous avez remarqué, on partage. On est partageurs. Nous, on est comme ça. Autour de nous, je rappelle Philippe Baudin et Aurélie Jouve, président et directrice générale d'Équipe Auto. On est ravis de les avoir. Qui sont restés. Et notre triomphe absolu, Eric Pecoraro, directeur marketing de Triomphe, alors marque mythique anglaise. Triomphe fête ses 123 ans cette année. C'était d'ailleurs Cécile de Ménibus qui faisait le cocktail d'inauguration. Dites-nous quel est l'ADN de Triomphe en moto. Ah mon Dieu. Bonjour à tous déjà, merci de me recevoir. Ne fais pas son âge. Non, pas du tout. Non, pas du tout. À 123 ans, je veux bien être comme elle. Enfin, en tout cas, la méchanceté. Très jolie. La méchanceté. Oui, mais faut pas se laisser faire comme ça. Hein. Non, mais moi je le laisse faire. Il fait 2 vannes sur moi, j'en fais 3000 par jour. Donc je le laisse faire. Ça marche. Allez, on y va. Donc, quelle était la question ? L'ADN de Triomphe, c'est quoi encore aujourd'hui ? C'est la moto routière ? C'est la moto tout-terrain ? Non, aujourd'hui. Vous faites même des motos pour enfants à partir de 3 ans, dont on va parler. Laissez-le parler. Oui, alors tout à fait. Notre ADN réellement, c'est mêler cette passion, cette tradition et cette innovation qui font la force de la marque aujourd'hui. Donc évidemment, on honore notre passé tout en regardant vers l'avenir et on est présent sur de nombreux segments de moto et de marché. On a énormément de nouveautés qui sortent cette année. On renouvelle ce qui est malgré tout un de nos emblèmes dans la marque, la gamme Bonneville. Donc on a 6 nouveaux modèles que nous avons présentés cette semaine. Rappelez-le, parce que pour ceux qui nous écoutent, qu'on comprenne bien voilà. Tout à fait. La gamme Bonneville, c'est la gamme emblématique de Triomphe. C'est des motos qui ont l'air de motos classiques. Oui. Donc c'est réellement notre ADN, qui sont extrêmement bien finies, extrêmement épurées. Qui ressemble vraiment limite à une ancienne, mais avec toute la modernité d'aujourd'hui et tous les équipements nécessaires, évidemment, sur un véhicule, bien sûr, avec par exemple un équipement très complet, même si ce sont des motos à l'aspect classique. Quand vous les regardez, il n'y a aucun fil qui dépasse. La qualité de finition Triomphe est évidemment là. On est une marque haut de gamme et les produits doivent tenir la promesse que la marque propose. Et évidemment, quand vous regardez ces motos, donc elles sont réellement non seulement très très belles, mais en plus de ça, donc comme je le disais, on arrive à cacher tous les équipements modernes pour que la moto paraisse réellement toujours parfaitement finie. Et donc on a l'ABS anti-patinage avec centrale inertielle, des éléments
très technologique sur des motos classiques, mais c'est aujourd'hui une demande de nos clients. Alors, vous allez lancer 29 modèles dans les 6 prochains mois, ce qui est fou. Alors, des mises à niveau de certains modèles existants et des nouveaux modèles. Ce qui est de fou, vous avez une gamme qui s'appelle TXP. Ce sont des motos électriques pour les enfants à partir de 3 ans. Alors, quel est le cœur de cible de cette gamme? Parce que moi, j'ai été la regarder, je trouvais ça impressionnant. Des passionnés déjà. Oui. Enfin, à 3 ans, il faut que ce soit papa. Oui, c'est ce que je te dis, une famille de passionnés. Oui, bien sûr, mais c'est effectivement... alors, il y a tout un écosystème électrique aujourd'hui qui se met en place. Alors, dans la voiture, évidemment, mais la moto, il y a plus de contraintes. Il y a des contraintes de poids, d'espace. C'est plus petit. Donc, les batteries, pour l'instant, sur les motos routières, il n'y a pas réellement de marché, il n'y a pas réellement de demande. Sur le déplacement urbain, il y en a. Et nous, on a pris le parti... parce qu'on est attentif au marché et que si demain la technologie change ou la législation change, on sera prêt évidemment à proposer à déployer en tout cas des modèles. Bien sûr, on est évidemment je sais même pas de la veille technologique, on travaille évidemment sur et puis c'était intéressant de réfléchir en moto électrique. C'est des données qui sont différentes. Alors, je reviens un petit peu en arrière par rapport aux gammes là. On a réalisé une moto électrique qui s'appelle la TE1, que vous pouvez aller regarder sur le site internet. Le pendant, c'était de dire, on a un modèle sportif dans la gamme, un roadster sportif qui s'appelle le Speed Triple. Donc, c'est une moto qui est assez puissante, qui est légère, ça fait 180 chevaux. Et on a décidé de faire la même moto, mais électrique. Donc, même puissance, même poids, même autonomie. Et voir si technologiquement on pouvait la réaliser, ce qu'on a fait. Donc la moto roule, elle peut être produite, mais il n'y a pas de demande par rapport à ça, parce que le prix pour l'instant est un peu trop élevé. Et l'autonomie, même si on annonce 160 à 200 km d'autonomie, en usage réel, on en fait beaucoup moins. Et c'est le pendant des motos, malheureusement. C'est du petit trajet peut-être. Mais nous on fait pas dans le trajet urbain et dans la mobilité urbaine. Donc on a pris le parti d'attaquer l'électrique par un autre biais qui est le loisir. Et effectivement, de produire des motos électriques qui vont de 3 ans jusqu'à l'âge adulte, parce qu'on peut s'amuser avec des motos les plus grandes tailles. Il y a 4 tailles de motos différentes. Et effectivement, les premières, les toutes plus petites, sont destinées aux enfants de 3 à 7 ans. Enfin, une moto à ma taille. Mais réellement, à jouer avec, c'est vraiment très sympa. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, vous avez 2 modèles mythiques, un cross, un routier, qui ont des nouvelles versions, la TF450X en cross et la Tiger Sport en routière. Quelles sont les caractéristiques des 2 nouvelles par rapport aux anciennes? Alors, la première que vous citez, c'est-à-dire la TF450X, c'est notre entrée, parce que là aussi, comme je vous disais, un Triomphe, on innove sans cesse, et on est entré sur un nouveau marché l'année dernière avec le cross, et puis cette année avec les motos d'enduro, des motos de loisirs homologuées. Et donc on a sorti la 250 et la 450 cm3 d'enduro cette année. Mais ça veut dire qu'on va chercher un nouveau public? Exactement, tout à fait, oui. Nous on se doit d'amener toujours de l'innovation et du développement à évidemment nos clients et nos partenaires concessionnaires. On se doit de développer la marque. Et je le rappelle, c'est un petit peu particulier, mais Triomphe est une entreprise 100% privée. Il n'y a pas une action en banque, ça appartient à un patron, un propriétaire, et ce qui fait un petit peu notre différence. Donc, on va beaucoup plus vite que les autres souvent, et on a cet esprit, même pour une marque à 120 ans, de passionnés de start-up. Eh bien, merci beaucoup Eric Pecoraro d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur marketing de Triomphe France. Et puis nous voulions saluer Mélanie qui est avec nous au 0826 300 300. Chère Mélanie, comment ça va bien? Ça va très bien, je suis trop contente. Oui, moi aussi. Et vous habitez le Perreux-sur-Marne. Mais vous êtes contente pourquoi, Mélanie? Je comprends pas. De vous parler déjà. Ah, voilà. Quelqu'un de ma famille, merci beaucoup. Oui, voilà. Ah, le jeu était truqué. Mélanie, vous avez de quoi être très heureuse puisque vous avez remporté ce très beau lecteur de livres audio de la marque Prose. Et vous avez plus de 20 000 livres disponibles pour et vous pouvez bien sûr en profiter. Et sans portable, sans rien, c'est juste canon. On est très heureux de vous l'offrir. Merci beaucoup. Et ben moi je dis bravo. Mélanie, il faudra venir nous voir, un de ces 4. Ah bah avec plaisir. Je vous écoute presque tous les soirs, donc c'est le presque il y a un peu. C'est trop sympa aussi alors. Ah oui. Mélanie, on vous fait des très gros bisous. En tout cas, merci de votre fidélité. Et dans un instant, Magali Berda, venez donc à côté de nous. Magali Berda qui va venir nous présenter l'édition du soir. Venez avec moi. Là, venez avec moi.
Là, on va lui laisser 2 secondes la place. Magali, bonjour, ça va? Bonsoir, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi, je vis la nuit, je vis le jour. Moi, je suis une bonne vivante, jour et nuit. Eh ben, bonjour, j'ai envie de dire. Voilà. Vous allez bien? Très bien. Très bien. On vit pas dans la même France avec Magali Berda dans un instant jusqu'à 21h. De quoi parle-t-on ce soir? Ce soir, on parle d'un thème qui est très triste. Est-ce que l'État a oublié ses SDF? Et on reçoit un influenceur qui est hyper engagé sur les réseaux sociaux. C'est un influenceur qui passe ses journées à aller distribuer à manger aux SDF, etc., qui s'appelle El Négociateur. Il est anonyme, il vient masqué. C'est un peu le Robin des Bois des réseaux sociaux. Et il va débattre avec Jean-Baptiste Garde, qui est cadre UDR. Et ben voilà, 0826 300 300 comme tous les soirs. Si vous voulez participer et donner votre avis, rentrer dans le débat, c'est jusqu'à 21h. Et puis bien entendu sur les réseaux sociaux aussi. En live, en direct sur mon compte Instagram. Et bam, vous envoyez des messages. On vous retrouve demain à partir de 18h avec Philippe David. Merci beaucoup. Philippe Baudin, merci beaucoup. Aurélie Jouve. Merci, bien sûr. Merci beaucoup à nos amis Aude avec Maxime. Il y a tellement de monde avec Justine, avec Antoine et François-Louis. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.